Le halving est passé depuis quelques temps, on a touché un nouveau sommet, c'est bientôt l'été, et les ETF coulent à flot. On en est où dans les cryptos? Où on est le bull run? C'est une question dont on est beaucoup à se poser, de par la nature un petit peu différente de ce cycle, et par le fait que forcément, quand c'est la fiesta et que l'euphorie est à son prime, c'est pas bien dur de savoir où on en est. Quand on a une période d'euphorie qui s'est un petit peu calmée depuis quelques temps, c'est un peu différent. Donc on va essayer de croiser les informations qu'on a pour essayer de comprendre où nous en sommes dans le bull run des cryptos, et s'il reste des belles choses qui arrivent. Spoiler, peut-être. En termes d'action de prix, sur tous les derniers cycles qu'on a vus, les phases étaient assez similaires. Sauf que cette fois, c'est très différent. C'est la toute première fois de l'histoire que le sommet le plus haut de Bitcoin, l'ATH, est dépassé avant le halving de Bitcoin. Pour les deux derniers cycles, c'était vers les 3/4 de la phase d'expansion du bull run qu'on filait vers de nouveaux sommets. Sauf que, dans ce cycle, c'est pas du tout le cas. Bon, ça pose quand même un sacré problème, parce que du coup, tous les repères temporels et de price action qu'on avait tirés des cycles et des expériences passées, ils sont plus trop valables. On ne peut plus s'en servir comme boussole dans ce bull run, il va donc falloir trouver d'autres indices et d'autres indicateurs pour se repérer. Du coup, cette montée un peu insolite, elle s'explique par quoi, concrètement? Elle s'explique par un énorme intérêt institutionnel et politique qu'on n'avait pas dans les anciens cycles. Sur ce graphique qui représente les fluctuations du prix de Bitcoin entre chaque halving, on voit bien qu'à chaque cycle, la volatilité diminue. On peut aussi le voir en regardant l'historique de la volatilité de Bitcoin comparé à son market cap. Au fur et à mesure des cycles, la volatilité diminue, ce qui est un très bon signe de maturation du marché. Ce que ça signifie, c'est que les prix que les acheteurs, la demande, sont prêts à payer et que les vendeurs, l'offre, sont prêts à céder, convergent petit à petit vers un équilibre acceptable pour les deux parties. Si la volatilité diminue, c'est déjà parce qu'il y a plus de capital à bouger pour la faire varier. Mais c'est aussi parce qu'avec les ETF, des acteurs beaucoup plus sérieux ont rejoint le marché et Bitcoin se rapproche de plus en plus de sa juste et réelle valeur. La majorité de la liquidité qui a été introduite sur le marché dernièrement, c'est via Bitcoin. Depuis le mouvement qui a repris en novembre 2022, la dominance elle est passée de 39 à 54%. Et depuis 2024, c'est clairement les ETF qui ont fait bouger le prix. Quand on vous dit que les institutionnels sont arrivés, c'est pas une théorie qui est sortie de nulle part. Les anciens cycles étaient plutôt drivés uniquement par les particuliers. Globalement, les institutions, que ce soit les fonds de pension, les gestionnaires de capitaux, les banques, etc., en avaient globalement rien à battre. Sauf que, depuis quelques temps, elles commencent tranquillement à pointer leur bout de leur nez et à se rendre compte que il y a peut-être des trucs intéressants par ici. Et ça, c'est un facteur qui est extrêmement important à prendre en compte parce que ça va modifier totalement le jeu et donc forcément notre manière d'y jouer. Les institutions vont ramener de la liquidité en masse, du professionnalisme et une crédibilité au marché des cryptos qui peuvent représenter une sorte de référence dans le secteur financier pour certains particuliers. Donc il va falloir qu'on pivote un petit peu notre analyse et qu'on prenne en compte ces nouveaux joueurs parce qu'ils vont être absolument inévitable. Et je pense que garder une analyse orientée uniquement autour des retail, ça pourrait être une énorme erreur pour la suite de ce cycle. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va commencer avec un indicateur qui est devenu extrêmement concret dans l'histoire des analyses de prix à moyen terme, ce sont les élections présidentielles. Les élections présidentielles américaines ont toujours été très importantes dans l'histoire des marchés financiers. Pour vous l'expliquer simplement, si je suis président des États-Unis et que je veux être réélu, je vais tout faire pour que pendant la période de fin de mandat, les électeurs voient que avec moi l'économie elle est entre de très bonnes mains, que tout se passe correctement. Donc je vais faire quoi concrètement? Je vais faire en sorte que tout le monde ait un peu plus de pouvoir d'achat, pour cacher un petit peu sous le tapis les éléments problématiques, le temps de la campagne. Pour commencer, il faut savoir que historiquement, toutes les élections présidentielles ont toujours été bullish pour Bitcoin. Chaque fois qu'on a des élections, la phase expansive des bull runs précédents s'est accélérée. C'est également corrélé au fait que ça tombe la même année que le halving, et on a donc un gros effet boule de neige qui se met en place. Et cette année est encore plus particulière que les autres. On a Trump, qui est officiellement le premier président à accepter les paiements via le Lightning Network de Bitcoin, et on a Joe Biden, son opposant, qui a posé son veto pour annuler des nouvelles normes anti-crypto qui enlevaient l'autorisation des entreprises régulées à détenir du Bitcoin et d'autres cryptos dans leur trésorerie. Les cryptos sont aujourd'hui devenus une arme politique. Elles l'ont toujours été, sauf qu'avant, pour être élu, il fallait cracher sur les cryptos. Maintenant, il faut être favorable à sa détention. Comme quoi, les choses peuvent aller très très vite. Cette politisation des cryptos, c'est un indicateur qui est très intéressant de l'intérêt institutionnel tout nouveau envers ce marché. Mais il y a une deuxième notion qui résume très bien à quel point ça y est, les institutions sont enfin là, et cette notion, vous en avez très sûrement entendu parler, c'est la folie autour des ETF. Dans toute l'histoire des ETF, un seul avait réussi à atteindre 20 milliards de capitalisation en moins de 1000 jours d'activité. C'est le JEPI, un ETF géré par JP Morgan Asset Management, et l'ETF avait atteint les 20 milliards de dollars en l'espace de 985 jours. Sauf que cette année, le record a été explosé. Par qui? Par BlackRock et son ETF Bitcoin, le eShares Bitcoin Trust.
Le IBIT a atteint les 20 milliards en l'espace de seulement 137 jours d'existence. C'est absolument incroyable et c'est un énorme gain de crédibilité pour le marché dans sa globalité. Sur les 11 ETF Bitcoin qui ont reçu l'approbation de la SEC en janvier, celui de BlackRock est de loin le plus demandé. Les dépôts chez eux sont bien plus importants que chez les concurrents. En mars, on a eu 20 jours consécutifs de dépôts positifs, ce qui est très très rare par rapport aux ETF classiques sur les actifs à risque. Et c'est pas des petites sommes, on parle de plusieurs millions de dollars tous les jours. Depuis mi-mai, c'est pareil, on a eu que des jours verts pour les dépôts chez BlackRock. Par contre, quand on regarde chez Grayscale, le graphe est beaucoup moins joli. Tout le monde se casse. Et c'est pour une raison très simple, c'est les frais de gestion pour les particuliers qui sont de 1,5% par an, alors que chez BlackRock, on est sur 0,25% de frais. Pas étonnant qu'en 5 mois, BlackRock finisse avec plus de Bitcoin sous gestion que Grayscale. Depuis janvier, les 11 ETF aux États-Unis ont déjà récupéré plus de 858 000 Bitcoins. Et si on cumule avec les autres ETF dans le monde, au total, ils détiennent plus d'1 million de Bitcoin. Alors, je vais vous mettre en perspective quand même ce que je viens de vous dire, parce que je sais pas si vous comprenez à quel point c'est complètement débile comme data. Ce graphe que vous voyez, il montre le nombre de bitcoins qui seront émis à chaque nouveau cycle de 4 ans entre les halvings. Du halving de avril 2024 jusqu'au prochain, on aura 656 250 nouveaux bitcoins qui seront créés. Ça veut dire que les 11 ETF ont déjà aspiré en l'espace de 6 mois presque 2 fois le nombre de nouveaux bitcoins qui seront créés en 4 ans. Ils ont aspiré 4 ans de création de valeur en 6 mois. Et encore, les ETF en Chine n'ont que 4000 bitcoins sous gestion. Le marché chinois n'est pas encore vraiment rentré, même si on a eu un 6 juin qui était assez marquant, puisque les ETF chinois ont acheté 456 bitcoins. Et ils sont pas autorisés depuis très longtemps. C'est que le début de cette vague de demande. Par contre, l'offre, elle est soit fixe, soit elle diminue au fur et à mesure que des whales achètent. Et les whales, donc que ça soit les hedge funds, les fonds de pension, les multimillionnaires, etc., ils ont l'air de revenir en surface pour prendre un bon bol d'air frais. Coinbase Prime Brokerage Service, c'est un produit de trading OTC de Coinbase qui s'adresse aux traders institutionnels. Et les institutionnels, c'est là qu'ils aiment acheter leur bitcoin, parce que généralement, les volumes qu'ils veulent mettre sont trop importants pour les places d'échange classiques, comme Binance, etc., et ils ne pourraient juste pas passer la transaction vu les montants. Ils veulent aussi pouvoir faire leurs petits achats en toute sécurité, sans avoir besoin d'attirer les regards. Ça se voit très bien sur le graphique, les entrées de cash de Coinbase Prime explosent depuis mars 2024, les volumes sont à des années-lumière de ce qu'on voyait en 2021. On a des jours avec des dépôts qui montent à plusieurs milliards de dollars, ce qui veut dire que beaucoup de nouvelles baleines rejoignent le marché. Et cette tendance, elle se confirme avec ce graphe qui montre la capitalisation réalisée des anciennes whales contre les nouvelles. C'est une notion qui est hyper importante parce qu'elle va permettre de mettre en lumière les montants investis à différents prix et on peut donc voir s'il y a des nouveaux investisseurs qui rentrent sur le marché et surtout s'ils sont en profit ou non. On voit qu'il y a de nouvelles whales, de nouvelles baleines qui sont en bleu, qui veut dire de nouvelles liquidités, et qu'elles ont acheté plus cher que les anciennes. D'ailleurs, on voit aussi que les deux ont des profits non réalisés qui sont encore très très loin des sommets de 2021. Un dernier point qui est très important aussi pour la suite, c'est qu'aujourd'hui, on a plus de 50% du volume de trading spot de Bitcoin sur Coinbase qui est géré par les whales, ce qui est absolument historique. Les whales, c'est des très très gros portefeuilles. On voit que l'offre est de plus en plus disputée par les baleines qui ont de plus en plus la main sur le marché à l'heure actuelle. Sauf que, si on regarde, le prix ne reflète pas du tout l'importance de ce qui se passe. Normalement, au bull run, cette mainmise sur le marché des gros portefeuilles, elle peut créer des mouvements bien plus importants que ce qu'on voit aujourd'hui, parce qu'elles auraient la puissance de faire globalement beaucoup plus de vagues sur le marché. Mais pourtant, ça n'arrive pas. Le prix a beaucoup de mal à casser son ancien ATH. Sauf que, ça aussi, ça s'explique. Les whales ont, au minimum, accès aux mêmes informations que nous. Sauf que, dans la vraie vie, elles ont des meilleures informations, en plus grande quantité et beaucoup plus rapidement. Historiquement, ce qui va amplifier la vague expansive d'un bull run, c'est l'arrivée en masse de petits investisseurs qui se rendent compte du potentiel de gain énorme et qui se précipitent sur le marché. C'est cette énorme demande pour les tokens du marché qui va faire décoller leur prix. Sauf que, comparativement aux anciens cycles, on voit que les whales se sont déjà beaucoup plus gavés en Bitcoin avant tout le monde, et donc l'offre, elle est beaucoup plus restreinte que les autres fois. Elles ont eu tout le temps qu'elles voulaient pour recharger. Par contre, les particuliers, eux, ils sont encore très loin de ce marché, et ces whales, elles le savent pertinemment. Une théorie qui est intéressante, c'est que vu la configuration de ce bull run qui paraît beaucoup plus explosive que les précédents, elles pourraient très bien continuer d'accumuler autant qu'elles le peuvent, tant que les indicateurs d'intérêt des particuliers ne se mettent pas à clignoter d'eux-mêmes. Pourquoi ces gros portefeuilles voudraient déclencher la fête maintenant, alors qu'on a encore des profits non réalisés aussi loin de ce qu'on pouvait voir en 2021? Pourquoi ne pas laisser passer tranquillement l'été en rechargeant comme des malades, tant qu'on a encore des prix qui range en dessous de la TH et que l'offre se fait pas encore trop rare? Ça ferait du sens, en vrai. Et en plus, quand on regarde les tendances Google Trends, la globalité du monde s'en contrefou des cryptos pour le moment. Aux USA, personne. Par contre, la Chine, qui est en retard, a l'air de montrer plus d'intérêt au marché. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a plus de recherches pour le mot crypto
que Bitcoin d'ailleurs en Chine. Mais l'engouement global reste encore extrêmement bas du côté des investisseurs particuliers et on n'a pas encore eu l'afflux massif de nouvelles personnes qu'on attend tous. Surtout qu'en regardant la capitalisation réalisée des holders qui ont du Bitcoin depuis un mois au moins est encore dans les normes de niveau. Si cette valeur commence à monter, ça veut dire qu'il y a de nouveaux investisseurs qui achètent leur Bitcoin plus cher, donc que des nouvelles liquidités vont entrer sur le marché même si le prix augmente. Et en ce moment, on voit que la part des nouveaux investisseurs est encore assez faible par rapport à un sommet de bullrun. On est plus sur des niveaux qui correspondent au milieu des bullruns précédents. Alors, je vous montre un dernier signe qui me conforte dans ma théorie qu'on n'a pas vraiment commencé la phase d'expansion, ce sont les indicateurs qui concernent les mineurs. Le fait d'aller suivre quand les mineurs se mettent à vendre en bullrun, c'est un très bon moyen de venir s'aligner sur la rationalité du prix d'un actif. S'il y a bien un acteur de ce marché qui est légitime pour définir le juste prix de Bitcoin et aussi pour les vendre, ce sont ceux qui les fabriquent. Les mineurs de Bitcoin sont parfois appelés des vendeurs obligatoires parce qu'ils ont besoin de couvrir les coûts fixes de leur matériel de minage dans un marché où le prix est extrêmement volatile. Donc il y a des fois où ils ont pas le choix de vendre. Par contre, quand on voit qu'ils ne vendent pas, on peut se poser des questions. Quand le prix monte, ils peuvent vendre beaucoup moins juste pour atteindre le seuil de rentabilité puis conserver le reste, jusqu'à ce que le prix leur semble trop surévalué. C'est un très bon indicateur que je suis, ce sont les profits et les pertes non réalisées des mineurs. C'est un indicateur qui nous permet de mesurer l'évaluation que vont faire les mineurs, donc les entités les plus froides et légitimes du marché, sur la valeur actuelle de Bitcoin. Sur les derniers cycles, on voit que quand l'indicateur passe au-dessus des 0,75, on rentre dans une période où la majorité des mineurs hold leur Bitcoin en anticipant une augmentation des prix. Et dès qu'on dépasse les 0,75, on s'approche dangereusement d'une zone de top où les mineurs considèrent que le prix de l'actif est irrationnel et surévalué. Et ça serait un bon moment pour sécuriser leurs profits. Comme on le voit, on est autour des 0,44, donc on est encore très très loin du moment où les mineurs seraient une menace vendeuse. Pour confirmer ce que je vous dis, on voit sur ce graphique que le volume de vente des mineurs il commence à descendre pendant que le prix, lui, il monte. Ça veut dire concrètement qu'en vendant moins de Bitcoin, on va pouvoir amortir les coûts de production, et donc que les mineurs accumulent des Bitcoins parce qu'ils anticipent une montée des prix. D'ailleurs, pas mal de compagnies minières ont publié leur rapport de production, et les chiffres sont très sympas. Cypher Mining a vendu seulement 50 Bitcoins sur les 166 qu'elle a minés, c'est-à-dire un peu moins de 30% de leur production, et ils ont au passage annoncé qu'ils avaient signé l'achat d'un nouveau site de mining pour 2,5 millions. Donc autant dire que le secteur va très bien en ce moment. CleanSpark, eux, ils ont vendu 2,56 Bitcoins sur les 417 minés en mai, donc une vente de moins de 0,6% de leur production. Allez, un petit dernier, c'est Riot Performance qui n'a vendu aucun Bitcoin depuis 2 mois. Les entreprises du secteur sont extrêmement rentables et accumulent eux aussi des Bitcoins. Tout le monde accumule, que ça soit les ETF, les fonds de pension, les mineurs, et avec le veto de Biden qu'on a vu il y a quelques temps, toutes les entreprises ont maintenant le droit d'accumuler aussi. La conclusion de ça, c'est que jamais dans l'histoire, on avait eu autant de demandes qu'aujourd'hui. Petit aparté, mais il y a pas mal de gens qui m'ont demandé si c'était encore possible de rejoindre Crypto Recherche. On a fermé le groupe depuis quelques temps, mais vous pouvez toujours vous inscrire sur la liste d'attente où on fait régulièrement rentrer des gens. Le lien est dans la description, on fait des analyses fondamentales, des analyses du marché, du type de cette vidéo, etc. Du coup, ok, on a tous ces indicateurs, mais la question c'était quand même, on veut savoir où on en est dans le cycle en ce moment. Et bien avec toutes ces datas, on peut quand même arriver à une estimation, et on peut regarder ce qu'il risque d'arriver dans le futur. On l'a vu sur les graphiques, les whales continuent d'accumuler un maximum, ce qui laisse penser que l'arrivée d'une phase haussière est plus qu'envisageable, mais on a des données beaucoup plus explicites. Les grosses institutions s'en cachent pas, elles balancent leurs prédictions publiquement. Le CEO de Von Eck, qui est l'une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement, annonce que selon lui, le Bitcoin sera évalué à au moins la moitié de la capitalisation boursière de l'or, ce qui fait un prix par Bitcoin d'environ 400 000 $. Social Capital fait pareil, en annonçant qu'une adoption de certains pays pourrait pousser le prix à 500 000 $. Est-ce que c'est pour se hisser en première page et pour faire du bruit ? Je sais pas, mais croyez-moi, ils ne joueraient pas leur crédibilité aussi sereinement si les probabilités n'étaient pas de leur côté. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Oui, il y avait aussi des prédictions en 2021, elles n'ont pas été respectées, tout le monde pensait qu'on allait toucher les 100K. Je suis d'accord avec vous, mais ça n'a quand même pas empêché que le marché a subi une phase d'expansion plus qu'importante et qu'on a vu des portefeuilles se remplir. En soi, on s'en fout des prédictions. Déjà, on sait pas comment elles ont été faites, mais il faut quand même savoir lire entre les lignes. Un Bitcoin à 200, 300, 1 million, c'est pas ça qui est important. C'est pas avec ça qu'on va faire notre plan de sortie. Ce qui est important, c'est que des institutions disent publiquement qu'elles visent des sommets tout en continuant discrètement d'accumuler en masse. Et ce sont eux qui vont être les acteurs principaux de ce cycle. C'est ça qu'il faut lire entre les lignes. Si on se fie à la temporalité, on est en avance sur les autres cycles. Sauf que tous les indicateurs qu'on vient de voir, eux, ils sont pas forcément en avance. Ils sont dans la norme des anciens cycles. Je pense qu'il y a clairement plusieurs possibilités pour la suite, mais j'en suis convaincu les potes, on n'a pas encore eu cette énorme phase d'expansion qu'on attend pour ce cycle. Par contre, on a un problème de temporalité.
On se retrouve donc avec deux possibilités. Soit la période d'accumulation post-halving va être prolongée pour que les whales puissent profiter encore un petit peu du range, et ensuite on verra la jambe haussière démarrer à peu près aux 3/4 du cycle, comme dans les anciens. Soit on considère qu'on arrive sur la fin de la période d'accumulation, et donc on est aux portes d'une phase d'expansion qui arriverait beaucoup plus tôt que dans les anciens cycles. Voilà globalement où on en est dans le bull run. Je ne peux pas évidemment vous donner des assurances en vous disant on va toucher la TH en octobre, novembre, ça serait juste utiliser une boule de cristal que je n'ai pas, malheureusement, mais je pense que ce sont des scénarios qui statistiquement tiennent parfaitement la route et qui pourraient avoir de fortes chances d'arriver. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, dites-moi si vous avez des informations supplémentaires ou ce que vous en pensez. C'était Yeril, passez une très bonne semaine, ciao les potes.